Or, le grand problème, c'est que donc l'antisionisme originel, l'antisionisme des antisionismes, le cœur même, la source même de tout antisionisme, celui du monde arabe, il n'a jamais fait tant de chichi sur l'antisémitisme. Ça va être une des démonstrations de ma séance d'aujourd'hui. Comme en témoigne, par exemple, je vous l'avais déjà montré lors de la première séance, je vous le remonte maintenant, là, l'emblème du Jaish al-Inqada al-Arabi, c'est-à-dire l'armée de libération arabe en 1947. Ça, c'était des antisionistes, si vous voulez, des Arabes, lancés contre Israël, contre les Juifs en 1947, qui voulaient en finir avec l'idée même d'un État juif. C'était leur emblème. Voilà, c'est pas une invention, c'était ça leur emblème. Leur emblème, c'est quoi? C'est une dague, un poignard qui transperce le cœur même de l'emblème juif. Et l'emblème juif, c'est quoi? C'est l'étoile de David, que l'on appelle en hébreu le bouclier de David. C'est-à-dire, c'est une défense. Magen David, c'est le même mot que la Haganah, c'est le même mot que dans Tsahal, le mot central de Tsahal, c'est l'armée de défense d'Israël. La Haganah, c'est la défense. Le Magen, c'est le bouclier défensif. C'est ça l'emblème des Juifs. Et ce bouclier défensif, vous voyez, il est percé par une dague arabe, et c'est ça l'emblème des antisionistes. Donc pour eux, ça fait pas de problème. Il n'y a pas de peuple opprimé, de Palestiniens exilés. On est en 1946-47. Il n'y a qu'une seule et évidente réalité, c'est qu'on va transpercer le cœur des Juifs et on va les virer de là. Cet antisionisme arabe, du départ, n'a aucun scrupule, ni aucune vergogne à avouer sa haine séculaire du Yaoud. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est masqué, c'est dissimulé par tous les antisionistes bontins qui s'expriment en français, en anglais et même en arabe en Occident, et qui dissimulent cette réalité. C'est une réalité historique. Je vais vous en citer de longs passages aujourd'hui pour vous en convaincre. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas une calomnie ce que je suis en train de dire. C'est que c'était des gens farouchement antisémites d'une part, et qui n'avaient aucune honte d'être antisémites. Pour eux, ça allait de soi. Le Yaoud, il ne mérite pas d'être l'égal du musulman. C'est tout. C'est un chien. Un âne, nos textes de théologie nous le disent, les juifs sont des porcs, sont des ânes, sont des chiens, les juifs sont nos chiens, c'est une des phrases les plus répandues dans le monde arabe pendant des siècles et pendant des décennies, et au 19e et au 20e siècle, quand les juifs ont commencé à vouloir s'émanciper. Il n'a aucune vergogne à avouer non seulement sa haine séculaire du Yaoud, mais son admiration pour Hitler, jusqu'à aujourd'hui. Le monde arabe, sa prise en considération au premier degré des protocoles des sages de Sion et de Mein Kampf, jusqu'à aujourd'hui, dans les pays arabes, et son adhésion à tous les stéréotypes antisémites européens et musulmans mêlés jusqu'à aujourd'hui dans les pays arabes et en Palestine. C'est ce dont témoigne Bensoussan, et d'ailleurs il cite Lewis, Bernard Lewis. Voilà ce qu'écrit Bensoussan dans Juifs dans pays arabes. À l'université du Caire, donc pour montrer que c'est des choses qui ont traversé tout le siècle et qui se retrouvent aujourd'hui encore. À l'université du Caire, un professeur d'hébreu, musulman donc, Hassan Zaza affirmait dans les années 1980 que les juifs utilisaient le sang des non-juifs à des fins rituelles. Il blaguait pas, le type, il y croyait vraiment. En août 1972, pareil, donc bien après la Seconde Guerre mondiale, le roi Faisal d'Arabie Saoudite confiait à un journal égyptien que les juifs, on est en 1972, animés de, ouvrez les guillemets, c'est le roi Faisal d'Arabie Saoudite qui parle, en 1972, de desseins criminels pour se venger un jour dans l'année, mélange du sang de non-juifs au pain qu'ils mangent. L'histoire du pain azim formé avec du sang de non-juifs. Leur haine des non-juifs, ajoutait-il, et leur cruauté sont vraiment sans bornes. C'est Bernard Lewis qui cite cette phrase du roi Faisal d'Arabie Saoudite en 1972. Vous imaginez? Voilà. Ces imbécilités séculaires n'ont jamais été remises en question en pays d'islam, où l'on peut observer, comme dans un vase clos, un antisémitisme hallucinatoire, quasiment médiéval, qui n'a jamais pris une ride, et qui se perpétue aujourd'hui. C'est là que je veux en venir. Ainsi, par exemple, je vous montre un autre exemple. L'idée émise, personne n'a su d'où il tirait ça et pourquoi il s'est mis à dire ce genre de crétinerie, par Mahmoud Abbas. Et je vous montre un article de France 24, je crois. Devant le Parlement européen, c'était à quelle année? C'était en... je ne sais plus en quelle année, enfin c'était assez récent, que des rabbins empoisonnent des puits d'eau pour tuer des Palestiniens, des rabbins empoisonnent des puits d'eau, et déjà, c'est des choses qu'on entendait déjà, par exemple, en 1948, au Maroc oriental, circulaient, écrit Bensoussan, des rumeurs sur l'empoisonnement des jarres d'eau dans les rues de la Médina par exemple. Donc c'est des vieilles accusations antisémites traditionnelles. Les Juifs empoisonnent les jarres d'eau, les Juifs empoisonnent les puits d'eau des Palestiniens. Ou encore,
Ce sont des choses qui viennent de très loin, si vous voulez. Ce sont des accusations qui semblent un peu délirantes et farfelues aux gens qui ne connaissent pas le dossier, qui ne connaissent pas le cœur du conflit, qui en réalité sont des réflexes culturels. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne aujourd'hui, le successeur d'Arafat, il ne fait que dire des choses auxquelles il croit probablement, sincèrement, peut-être. Peut-être pas, peut-être que oui, il y croit. Mais en tout cas, il sait qu'aux foules arabes, ça parle. Et ça parle depuis des siècles. Ça parle depuis des décennies et depuis des siècles. Autre exemple, très célèbre, dont personne n'a censé à analyser la symbolique. C'est la jeune militante palestinienne, là, elle était très jeune, elle est très connue, c'est elle qui a giflé un soldat palestinien, qui reprend une idée, elle aussi très traditionnelle en islam, qui revient tout le temps, y compris aujourd'hui encore très très, c'est que le juif est un couard. L'idée d'une couardise et d'une lâcheté coutumière du dhimmi, avec cette scène hautement publicitaire que tout le monde connaît, d'un soldat israélien se laissant gifler par Aed Tamimi, la petite blonde que vous voyez là sous vos yeux. Là, c'était avant l'âge où elle a giflé, le soldat palestinien. Donc, elle revenait régulièrement affronter les couards juifs et les couards soldats. Vous voyez qu'ils la regardent comme une petite gamine. Ils en rigolent, hein, vous voyez, c'est des soldats israéliens. Et elle fait son petit cirque régulièrement. C'est une petite adolescente palestinienne hystérisée depuis son plus jeune âge par sa famille militante. Aed Tamimi, elle est internationalement connue. Eh bien, il faut savoir que cette idée que le juif est un lâche au point que des enfants peuvent le gifler, peuvent s'opposer à lui et qu'il recule de peur, selon les thématiques antisionistes, c'est l'un des éléments dialectiques de la démentielle idéologie des attentats suicides, aussi, qui repose sur cette même conception traditionnelle de la lâcheté des juifs qui, eux, préfèrent la vie à la mort. Donc c'est vraiment quelque chose, un préjugé, un stéréotype courant qui envahit tout le monde musulman et tous les antisionistes aujourd'hui, c'est que les juifs sont des lâches, les juifs préfèrent la vie à la mort, ils n'ont pas le courage, eux, d'aller bravement vers la mort comme nous, les suicidaires palestiniens, d'une part. S'ils n'avaient pas les armes et l'argent des États-Unis, ce sont des couards, ce sont des lâches, on aurait gagné depuis longtemps. Ce sont des surarmés dans des chars qui fuient devant des enfants, qui ne sont pas capables de combattre des enfants qui, eux, ne sont armés que de pierres. Toute cette imagerie complètement débile, et qui oblitère un élément essentiel, c'est que les juifs ne sont pas génocidaires, et que donc, en effet, les juifs ne vont pas répondre à une gamine de 10 ans, même si elle veut les gifler. Voilà, parce que ce sont des juifs, parce qu'un juif ne fait pas ça. Bon, peu importe, j'y reviendrai en détail, hein, tout ça. Mais l'idée principale, c'est que le juif est lâche, le juif est couard. Ça fait des siècles que les musulmans pensent ça du juif. Vous vous souvenez, on en a parlé suffisamment dans la dernière séance. Voilà ce qu'écrit Laetitia Bucaille à propos précisément des attentats suicides, dont je parlerai beaucoup plus en détail la prochaine fois. C'est un article qui est paru en 2003 dans la revue Critique internationale, intitulé « L'impossible stratégie palestinienne du martyr, victimisation et attentat suicide ». Pensant, écrit-elle, avoir détecté la faille des Israéliens, leur attachement à la vie, les partisans du djihad décident de mettre à profit la force spirituelle dont ils s'estiment dotés. L'attaque suicide contre des civils israéliens est alors le moyen de mettre en valeur le courage et l'abnégation des Palestiniens et d'infliger à l'ennemi les pertes les plus douloureuses possibles. Les organisateurs des attentats peuvent constater l'impact des coups ainsi portés. La colère et la douleur se répandent de l'autre côté de la ligne verte, donc la ligne qui sépare la Cisjordanie d'Israël. La répétition des attentats permet en outre de propager un sentiment de peur chez les Israéliens, interprété comme un signe supplémentaire de leur faiblesse ou même de leur lâcheté. La tendance à désigner le soldat israélien comme quelqu'un de peureux et de déloyal, pour lui opposer le courage et le détachement des shebabs palestiniens, se répand. Voilà. Donc là, vous voyez quelque chose qui est comme une icône communicationnelle très contemporaine, a en réalité sa source dans des clichés et des stéréotypes antisémites très traditionnels dans le monde musulman, à savoir que le juif est par définition un couard et un lâche. Et que s'il a gagné dans la guerre contre les Palestiniens, c'est uniquement parce qu'il est surarmé grâce à l'argent des Juifs dans le monde et grâce à l'argent des Américains, et grâce aux armes des Américains. Tout cela est profondément faux sur le fond, et surtout sur les tout débuts du sionisme, et même sur la manière dont fonctionne l'armée de Tsahal, qui est une des armées les plus valeureuses et les plus nobles du monde. Ça, c'est vrai, je le démontrerai. On en parlera.
c'est une